maxillaires, donc elles se développent à l'intérieur des maxillaires, à l'intérieur de l'os des os des maxillaires, soit la mandibule ou le maxillaire. Donc, premièrement, vous avez la tumeur, elle se retrouve située, c'est la phase de latence. Donc, la tumeur, elle est située profondément dans l'os, sans donner des signes cliniques et découverte fortuite sur la radiographie. Donc, elle est silencieuse. Ça, c'est la première phase. Donc, si on fait une découverte, ça sera une découverte fortuite sur une radiographie. C'est-à-dire, vous n'avez aucun signe clinique ou vous n'avez pas de douleur ou vous n'avez pas de déformation, vous n'avez rien. C'est une phase de latence. Après, commence la deuxième phase, c'est la phase de déformation. L'apparition d'une voussure de consistance dure sur l'une des tables osseuses, qui est le signe révélateur et déterminant. C'est-à-dire, vous commencez à avoir une petite voussure et ça peut être le motif de consultation du patient. C'est-à-dire, il consulte pour ça. Après, on fait une radio et on va tomber sur une tumeur. Donc, après, c'est l'extériorisation. Donc, cette tumeur, elle va se développer. Elle va commencer par souffler les tables osseuses. Les tables osseuses, au début, elle est épaisse. Après, elle va s'amincir avec le temps et elle peut être que complètement détruite par la tumeur qui va la refouler et qui va sortir à l'extérieur. C'est-à-dire, elle va être directement en sous-muqueux. C'est-à-dire, toutes les tables osseuses, elles vont être soufflées, détruites, et la tumeur se retrouve directement sous la muqueuse. Après, la dernière phase, c'est généralement c'est quand la tumeur elle n'est pas prise en charge ou le patient il ne consulte pas et elle reste longtemps, elle va elle va se compliquer. On arrive à la phase de complication où la tumeur elle est de consistance molle directement sous la muqueuse. Donc à ce moment-là, elle peut se fistuliser parce qu'il n'y a pas une barrière il y a juste la muqueuse qui est une barrière entre l'extérieur et la tumeur. Donc à n'importe quel moment, cette muqueuse, elle va se trouer, faire une fistule. Donc, et cette fistule, c'est le point d'entrée des micro-organismes au niveau de la cavité buccale. Donc, cette tumeur, elle va s'infecter et elle va donner il y aura l'extériorisation du pus, c'est la phase de surinfection. Donc, ça, c'est la phase de complication. Donc, ça, c'est général pour toutes les tumeurs, d'accord? Et ça s'applique sur les tumeurs et sur les kystes des maxillaires. Voilà. Donc, radiologiquement, vous avez une radio-opacité ou une radio-clarté. Vous pouvez rencontrer les deux. Ça peut être donc les tumeurs bénignes. Contrairement aux kystes, les kystes ce sont des lésions qui sont radio-claires, qui sont bordées par un liseré de condensation. Les tumeurs, si c'est une tumeur des maxillaires, donc on peut avoir une image radio-claire comme on peut avoir une image radio-opaque. On va voir par la suite c'est quoi les images radio-opaques. Elle peut être uniloculaire, c'est-à-dire soit une seule lacune. Lacune, c'est-à-dire ça vient du lac, un grand lac. Lacune, c'est petit. Donc, soit une petite lacune, soit multiloculaire, c'est-à-dire vous avez plusieurs lacunes, 2 ou 3 qui sont fusionnées. Ou parfois, ils sont séparés par des cloisons à l'intérieur. Voilà. Et là, les images radiodenses, elles se caractérisent par l'opacité d'images qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins homogènes. C'est-à-dire vous pouvez rencontrer une image radio claire. À l'intérieur, vous avez une opacité qui n'est pas vraiment radio opaque. C'est-à-dire ça vient de radio claire jusqu'à avoir plusieurs tonalités, jusqu'à être une tumeur radio opaque. On va voir par la suite les différentes images et vous allez comprendre. Donc, on va commencer aujourd'hui, on va voir les tumeurs d'origine dentaire et la prochaine fois, on va voir des tumeurs d'origine non dentaire. Donc, pour les tumeurs d'origine dentaire, donc vous avez les tumeurs, il faut savoir, vous avez 3 types. Vous avez les tumeurs épithéliales, vous avez les tumeurs épithéliales d'origine dentaire, vous avez les tumeurs conjonctives et vous avez les tumeurs mixtes. C'est-à-dire, il y a du tissu conjonctif et il y a de l'épithélium. D'accord? Donc, on va commencer par les tumeurs épithéliales. Épithéliales, donc, cette classification, c'est une classification anatomopathologique, c'est-à-dire selon l'examen d'anapathe, ce qu'on va retrouver, est-ce qu'on va retrouver de l'épithélium, est-ce qu'on va retrouver du tissu conjonctif, est-ce qu'on va retrouver les deux? Donc, c'est sur cette base-là qu'ils ont classé ces tumeurs de cette manière. Donc, le plus fréquent des tumeurs des maxillaires, c'est l'améloblastome. Donc, l'améloblastome, c'est parmi les tumeurs, tout ce que vous allez avoir par des tumeurs, ce sont des tumeurs un peu rares, où on ne les rencontre pas fréquemment, mais l'améloblastome, c'est parmi les tumeurs qui sont vraiment, qu'on rencontre souvent. Donc, l'améloblastome, c'est quoi? Ce sont des tumeurs qui dérivent des améloblastes. Donc, les améloblastes, d'où son nom, améloblastome, les améloblastes, ce sont des cellules de l'émail et ont perdu leur capacité à fabriquer de l'émail. Donc, ces cellules-là, ils ont perdu leur capacité à fabriquer de l'émail. À un certain moment, ils se développent durant la vie et ils vont donner un améloblastome. Donc, il faut savoir que c'est l'âge de survenue, c'est entre 15 et 30 ans. Donc, c'est avant 30 ans.
Donc, ça veut dire qu'il touche les sujets plus ou moins jeunes. Le siège de prédilection, c'est quoi? C'est la mandibule. Donc, c'est la région angulo-mandibulaire. Donc, on le rencontre souvent au niveau de la région angulo-mandibulaire, souvent, rarement dans les autres régions. Ça veut dire on peut le rencontrer au niveau de la région symphysaire, mais le plus souvent, à 90%, c'est la région angulo-mandibulaire. Ça veut dire si vous voyez une image, vous allez voir l'image par la suite, à ce niveau-là, donc on peut toujours évoquer le diagnostic d'amyloblastome au niveau de la région angulo-mandibulaire. Donc, les amyloblastomes se présentent cliniquement comme des tumeurs bénignes qui se développent à développement progressif à point de départ endo-osseux. La tumeur, elle va se développer et finir par souffler les tables osseuses et s'extérioriser. Cliniquement, donc, vous avez une douleur plus ou moins, elle n'est pas vraiment importante, mais c'est à la phase d'extériorisation, c'est beaucoup plus la pression qui fait ce genre de douleur, mais au début, elle n'est pas douloureuse. Vous avez une mobilité dentaire sur infection vers la fin, si on arrive à la phase de complication, et parfois une ulcération avec des bourgeonnements tumoraux au niveau de la cavité buccale. Donc ça, c'est vraiment vers la phase, la dernière phase. Si elle arrive à s'extérioriser, vous pouvez retrouver des bourgeons au niveau de la muqueuse buccale. Donc voilà, clinique radiologiquement. Radiologiquement, regardez comme vous voyez là, cette image-là et cette image-là. Donc, radiologiquement, l'aspect possible, vous pouvez avoir une image kystique uniloculaire au fond clair et homogène à contour net. Voilà, par exemple, comme l'image à droite, regardez ça. Et l'image, elle peut être multiloculaire. C'est des lacunes multiples. On appelle ça des images en bulles de savon. Regardez comme vous voyez là. On dirait que c'est des bulles de savon. Cette image-là, c'est une image caractéristique de l'amyloblastome. C'est-à-dire, si on rencontre une image en bulle de savon, et surtout au niveau de la région angulaire, chez un sujet qui est moins de 30 ans, donc le diagnostic d'amyloblastome peut être évoqué. Il faut savoir à ce stade-là que vous allez voir plusieurs tumeurs, vous allez voir plusieurs images. On ne pourra jamais on ne posera jamais le diagnostic positif dès le début. C'est-à-dire, même s'il y a un spécialiste, même si autopathologiste, si on voit des images par là, comment on fait, la démarche, c'est on va commencer par évoquer plusieurs diagnostics. C'est-à-dire, on va dire que à ce niveau-là, regardez, vous voyez une dent, ça peut être un kyste qui s'est développé. Donc, ça peut être un kyste folliculaire qui va vraiment développer, qui s'est développé vraiment à ce niveau-là. On peut évoquer, comme vous avez vu la dernière fois, les tumeurs kystiques odontogènes kystiques kératinisantes, on peut évoquer l'amyloblastome. Donc, c'est comme ça qu'on fait les diagnostics en patho. C'est-à-dire, on va citer plusieurs diagnostics différentiels. Après, on va dire le diagnostic de présomption, de forte présomption, pour nous, c'est quoi? Après, c'est l'anapathe qui va trancher, d'accord? Pour être clair sur ce point-là. Donc, mais le plus important, c'est déjà de savoir poser les différents diagnostics possibles à ce niveau-là. Donc, l'amyloblastome, c'est parmi les tumeurs à évoquer quand la tumeur est localisée au niveau surtout de la région angulaire. Quand vous rencontrez des images en bulles de savon, c'est à 90%, c'est caractéristique, c'est de l'amyloblastome. Voilà. Donc, essayez. Je sais que vous allez voir beaucoup de tumeurs. Ça va vous paraître beaucoup. Vous ne pouvez pas essayer de prendre dans chaque tumeur les mots-clés. C'est-à-dire, elle se développe à quel niveau? Le siège de prédilection, l'âge de développement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur le tout. Essayez au moins de comprendre. C'est-à-dire, si on vous dit amyloblastome, si on va vous dire une autre tumeur, il faut essayer d'apprendre ou essayer déjà de capter les mots-clés de chaque tumeur. Comme ça, vous allez au moins vous pouvez retenir le maximum. Voilà, donc ça, c'était pour l'amyloblastome. La deuxième tumeur, vous avez on est dans les tumeurs épithéliales, d'accord? Donc, vous avez les tumeurs odontogéniques épidermoïdes. Donc, les tumeurs odontogéniques épidermoïdes proviennent probablement des restes de Malacèse. Donc, quand on fait l'examen anapathe, on va retrouver les restes de Malacèse dans la composition. Elle naît donc du ligament périodontal ou des vestiges de la lame dentaire. Donc, radiologiquement, la tumeur elle se présente sous forme d'une zone radioclaire triangulaire ou semi-circulaire. Donc, l'image n'est pas caractéristique, c'est-à-dire même si dans la littérature, vous n'allez pas trouver une image caractéristique de la tumeur odontogénique épidermoïde. Après, c'est l'anapathe. Parfois, on pose plusieurs diagnostics et c'est l'anapathe qui va poser en retrouvant des restes de Malacèse dans la composition.
Donc, on a dit la tumeur, elle se présente sous forme d'une zone radioclaire triangulaire ou semi-circulaire bordée par un liseré opaque. Le plus souvent, elle est uniloculaire, c'est-à-dire vous trouvez une seule lacune, vous ne trouvez pas plusieurs. Troisièmement, vous avez tumeur épithéliale odontogénique calcifiée, ou on appelle tumeur de Pimborg. Donc, ces tumeurs calcifiées, ça veut dire que vous allez trouver des calcifications à l'intérieur. Donc, si on voit une image radio-claire, on va trouver des calcifications ou des images radio-opaques. Les calcifications, vous allez trouver des images radio-opaques à l'intérieur. On peut poser le diagnostic des tumeurs de Pimborg. Donc, elles touchent surtout les sujets âgés, vers l'âge de 60 ans, généralement, d'où donc les calcifications. On va dire qu'il y aura des calcifications qui vont se rassembler. Après, il y aura une formation d'une tumeur et il y a des calcifications à l'intérieur. Donc, généralement, c'est vers l'âge de 60 ans. C'est une tumeur vraiment très rare, hein, 1% des tumeurs odontogènes. On la rencontre vraiment rarement. Son diagnostic, il est difficile avant l'apparition des calcifications. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de calcifications, c'est difficile de poser le diagnostic de tumeur de Pimborg. Donc, on va poser d'autres diagnostics, comme l'améloblastome, on va d'autres tumeurs, mais quand il n'y a pas les calcifications, on ne peut pas vraiment savoir que ça, c'est une tumeur de Pimborg. C'est juste au stade où il y a plusieurs calcifications à l'intérieur qu'on peut poser ce diagnostic. Donc, se traduit par un foyer ostéolytique radioclair de contours plus ou moins précis, pouvant être monogéodique ou polycyclique. Donc, toutes les tumeurs des maxillaires, contrairement aux kystes, parce que vous avez vu la dernière fois, les kystes, c'est une tumeur qui est bien limitée, une seule lacune, mis à part les TOC, on peut rencontrer plusieurs lacunes, mais généralement, un kyste, c'est une seule lacune, c'est-à-dire une seule image radio-claire bordée par un liseré de condensation. Quand vous voyez plusieurs images, plusieurs lacunes ou une image multiloculaire, donc ça oriente beaucoup plus. C'est pas un kyste, mais par contre, c'est une tumeur. Donc, toujours, il faut retenir ça en tête que avoir ou voir une image qui est multiloculaire, ça oriente le diagnostic beaucoup plus vers une tumeur. Donc, l'image, elle est parsemée par des fines ponctuations radio-opaques de taille et de nombre variables, le plus souvent en rapport avec une dent incluse refoulée. Donc, parfois, on retrouve une dent incluse refoulée, plus des calcifications au sein de l'image radio-claire. Vous avez d'autres tumeurs qui sont les tumeurs odontogènes à cellules claires, donc se présentent comme une lésion ostéolytique, agressive ou limite pas pauvrement définie au sein de l'un ou l'autre des maxillaires. On peut la rencontrer, c'est-à-dire au niveau des maxillaires, au niveau de la mandibule, mais l'image radiologique, elle n'est pas caractéristique. On peut orienter le diagnostic vers d'autres types de tumeurs, c'est-à-dire elle n'a pas une image vraiment caractéristique. C'est juste au moment de l'anapathe, donc on va retrouver des cellules claires que parmi les composants de la tumeur. Donc, on va poser le diagnostic de tumeur odontogène à cellules claires. Donc, maintenant, les tumeurs odontogènes. Donc, ça, c'était les tumeurs épithéliales. Maintenant, on va voir les tumeurs mixtes, c'est-à-dire ils ont une partie épithéliale et une partie conjonctive. Donc, vous avez le premier, c'est le fibrome amyloblastique. C'est une tumeur odontogénique très rare. Il survient plus fréquemment chez les jeunes patients âgés de moins de 20 ans. Donc, ça, déjà, généralement, les fibromes ou tout ce qui est conjonctif, vous le rencontrez chez les patients qui sont vraiment jeunes, c'est-à-dire de moins de 20 ans. Donc, le fibrome amyloblastique, il a la même image que l'améloblastome, c'est-à-dire et la même localisation au niveau de la région angulaire. Mais quand c'est chez un enfant surtout ou un patient qui est moins de 20 ans, on peut poser le diagnostic de fibrome amyloblastique. Donc, la mandibule postérieure, c'est le site de prédilection, comme l'améloblastome, juste que quand c'est chez un enfant, on va poser le diagnostic de fibrome amyloblastique. Vous avez d'autres types qui est le fibrodentinome amyloblastique ou le fibro-odontome amyloblastique. Ce sont deux tumeurs, donc fibrodentinome et fibro-odontome. Donc, regardez l'image comme vous voyez là, c'est une image vraiment importante. Donc, elle contient à l'intérieur, ce sont des lésions similaires au fibrome amyloblastique, c'est comme les fibromes, mais qui possèdent cependant en plus un pouvoir inducteur, c'est-à-dire ils vont induire la formation à l'intérieur de cette image. Il y aura une nouvelle formation odontogène sur le tissu conjonctif, donc qui va aboutir à la formation de la dentine, donc, ou en cas de fibro-odontome. Donc, si c'est un fibrodentinome, il y aura la formation de dentine. Et si c'est un fibro-odontome amyloblastique, c'est la formation de l'émail à l'intérieur. Donc, ça ressemble
au fibrome amyloblastique, juste à l'intérieur, il va induire, c'est pas une dent qui a été refoulée, mais c'est lui qui va induire la formation d'une nouvelle, on dirait une nouvelle dent à l'intérieur. Soit la dentine, soit du l'émail. Donc, il induit la formation de la dentine, ça donne le fibrodentinum. Si il induit la formation, de l'émail, c'est le fibro-odontome amyloblastique. Voilà. Vous avez un autre type, c'est les odontomes, c'est l'odonto-amyloblastome. Donc, l'odonto-amyloblastome est plus fréquemment rencontré à la mandibule que maxillaire. Généralement, on ne rencontre pas ce type au niveau des maxillaires, c'est juste au niveau de la mandibule. Essentiellement dans la région prémolaire. Donc, comme vous voyez sur cette image, on le voit au niveau de la région prémolaire et aussi de la région molaire, mais plus fréquemment au niveau de la région prémolaire. Le diagnostic d'odonto-amyloblastome est le plus souvent posé chez l'enfant de moins de 10 ans. Donc, ça aussi, c'est fréquent chez les enfants, suite à un retard généralement d'éruption. Donc, comme vous voyez sur l'image, la lésion, elle se manifeste par une image centrale, regardez, lacunaire, ostéolytique bien délimitée, dans laquelle des quantités variables de petits nodules minéralisés radio-opaques sont visibles. Donc, vous voyez des images, regardez là, c'est des images radio-opaques qui sont rassemblées entre elles au sein d'une image radio-claire. Donc, leur nombre augmente avec la progression de la tumeur et se regroupe. L'image, elle devient opaque, c'est-à-dire au début, c'est une image radio-claire. À l'intérieur, vous avez plusieurs images radio-opaques. Après, ces images radio-opaques, ils vont se regrouper, comme vous voyez, donnant une image radio-opaque. Parfois, ils se forment avant l'éruption des germes, donc ça va empêcher l'éruption de la dent. Et ça peut être le motif de consultation. Le patient, il consulte pour ça. Donc, on va tomber sur ces images-là et ça peut être un odonto-amyloblastome. Vous avez un autre type de tumeur, donc toujours dans les tumeurs mixtes, c'est les tumeurs odontogéniques adénomatoïdes. Donc, il s'agit d'une tumeur principalement maxillaire. Par contre, ça, c'est des tumeurs qu'on rencontre au niveau du maxillaire, qui siègent plus habituellement dans la région de canine et de l'incisif latéral. Donc, les tumeurs odontogéniques adénomatoïdes est souvent fortuite, la découverte elle est fortuite, souvent isolée et indolore, qui alerte le patient à inciter à consulter. Cette tuméfaction peut être accompagnée parfois par des signes dentaires, comme le déplacement, des mobilités, des dents voisines ou un retard d'éruption. Donc, c'est une image radio claire que vous allez rencontrer surtout au niveau du maxillaire. Parfois, ça fait soit des mobilités dentaires, soit des légères douleurs dues à la pression, soit elle empêche carrément l'éruption de la dent. Donc, quand c'est cette image-là, on peut faire le diagnostic, bien sûr, différentiel avec tous les différents types de kystes et on peut aussi poser le diagnostic de tumeur odontogénique adénomatoïde parce que ça se localise principalement au niveau du maxillaire. Vous avez aussi le kyste odontogénique calcifié. Donc, se voit à tout âge, surtout moins de 30 ans, n'importe où, c'est-à-dire au maxillaire ou à la mandibule, surtout au niveau de la région canine et incisive. Donc, les 3/4, ce sont des localisations centro-osseuses, c'est-à-dire ils ne s'extériorisent pas à l'extérieur. Parfois, association avec d'autres tumeurs odontogéniques, on peut le rencontrer avec de l'odontome et de l'amyloblastome. L'image radiologique est ostéolytique, parfois de grandes dimensions, plus fréquemment polygéodique ou monogéodique, avec entour habituellement bien défini. Donc, mais ça reste toujours ça, c'est parmi les tumeurs vraiment qui sont rares. On ne rencontre pas fréquemment ce type de tumeur et parfois, on ne pose pas, même pas le diagnostic, on tombe sur ça, sur le diagnostic différentiel, sur le diagnostic positif de l'anapathe. Parce qu'on retrouve des tissus calcifiés parmi les composants de cette tumeur. Vous avez les odontomes. Les odontomes, ça, c'est par contre, il est fréquent. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler par ça, mais les odontomes, c'est quoi? Ce sont des tumeurs parmi les tumeurs odontogéniques bénignes les plus fréquentes, des maxillaires. On les rencontre au niveau de la mandibule et du maxillaire, mais fréquemment, on rencontre ça au niveau des maxillaires. Donc, la découverte, le plus souvent, elle est fortuite à l'occasion d'un examen radiographique de routine, généralement rencontré chez les enfants. C'est quoi donc ça? Ce sont des c'est des compositions qui ont les mêmes composants de la dent. Vous retrouvez de la dentine, de l'émail, du sément, de la pulpe, mais sous une autre forme autre qu'une dent. C'est-à-dire c'est une dent qui est mal formée. Et cette dent-là, elle va se positionner généralement, elle se positionne, regardez comme en ballon, entre la dent de lait et le germe de la dent.
Donc, vous avez cette formation. Ça, c'est un odontome. Donc, ce qui va arriver là, c'est qu'elle va empêcher l'éruption. Parfois, on aura cette dent, elle va tomber et il n'y aura pas l'éruption de la dent. Donc, le patient consulte. Généralement, ce sont des enfants de 8 ans, 10 ans jusqu'à 13 ans, surtout quand il s'agit des canines. Ils consultent pour un retard d'éruption. Donc, quand on fait la radiographie, on tombe sur cette image, on tombe sur un odontome. Donc, le traitement là, c'est chirurgical. On va enlever cette image, on va trouver des tissus dentaires. On va trouver, c'est vrai, regardez même la tonalité là, c'est-à-dire la tonalité ici, c'est radio opaque, c'est la même tonalité de cette dent, c'est les mêmes composants de la dent, mais juste qui sont formés en forme de boule. Parfois, vous trouvez un seul, parfois ils sont deux, parfois ils sont plusieurs de différentes tailles, du plus grand au plus petit, qui sont rassemblés dans un petit sac. Donc ça, regardez, quand vous voyez là, regardez, vous avez plusieurs formations. Là, vous avez regardé le grand, le petit, et tout ça, il est entouré par un sac. Regardez, vous voyez tout autour là, vous avez un liseré de condensation. Donc ça, donc, on va l'enlever chirurgicalement si, c'est-à-dire, il y a une nécessité de faire, parfois on fait une traction, parfois c'est pour inciter l'évolution de la dent, c'est-à-dire quand il empêche l'éruption de la dent, on est obligé de l'enlever. Quand c'est asymptomatique, on ne le touche pas. D'accord? Voilà, donc ça, c'est l'odontome, c'est parmi les tumeurs qui sont vraiment fréquentes. Surtout, on retrouve ça chez les enfants. Donc, il nous reste 10 minutes, voilà. Ça nous suffira normalement pour terminer ça, parce qu'il reste 3 types de tumeurs. Vous avez donc ça, on est au niveau des tumeurs ectomésenchymateuses odontogéniques ou les tumeurs conjonctives. Donc, vous avez le fibrome odontogénique. Le fibrome odontogénique, c'est une tumeur fibroblastique issue de tissu mésenchymateux de l'ébauche dentaire. Il siège de manière asymptomatique en plein corps mandibulaire chez l'enfant et le jeune adulte. Donc, comme je vous ai dit, les fibromes, généralement, sont rencontrés avant l'âge de 20 ans. Le diagnostic, il est évoqué quand vous êtes en face d'un enfant. Vous avez une image radio claire qui est plus ou moins développée chez un enfant. Donc, toujours, on peut poser le diagnostic de fibrome. Donc, elle peut être polygéodique avec présence de petites opacités dentaires à l'intérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle fibrome odontogénique. Vous avez le myxome, c'est une tumeur qui est rare, qui se développe à partir de la composante mésenchymateuse du germe dentaire. C'est une tumeur qui est vraiment rare. Elle affecte généralement les adolescents et les jeunes. Tout ce qui est conjonctif, c'est toujours les jeunes. Entre la deuxième et la troisième décade de vie, cliniquement, le myxome a une croissance lente et asymptomatique. Ça prend vraiment pour avoir cette image-là, ça veut dire que vraiment ça a pris des années, voire 5 ans, voire 10 ans. L'aspect radiologique clinique, c'est celui d'une image radio claire, polygéodique. Toutefois, l'aspect d'une lésion kystique monogéodique est possible. C'est-à-dire, vous pouvez rencontrer une image polygéodique comme ça peut être une seule image. Mais ce diagnostic, pour poser le diagnostic de myxome, c'est vraiment, on peut faire le diagnostic différentiel puisqu'il est au niveau de cette région. Ça peut être des tumeurs odontogéniques kystiques kératinisantes, ça peut être un améloblastome, ça peut être un fibrodontinome améloblastique, c'est-à-dire toutes les tumeurs qui se retrouvent au niveau de cette région peuvent être évoquées, entre autres le myxome. Mais par contre, le myxome, il est vraiment rare. Dans 1% des cas, on tombe sur un myxome. La dernière tumeur, c'est le sémentome, donc le sémentoblastome bénin ou le sémentome. On appelle ça le sémentome. C'est une tumeur sémentaire, comme son nom l'indique, donc sémentaire, odontogénique de nature mésenchymateuse pure, prenant naissance à partir de la prolifération d'authentiques sémentoplastes fonctionnels. C'est-à-dire ce sont les sémentoblastes qui forment le sément de la dent. Ils vont former une nouvelle formation sémentoblastique qui va donner un sémentome. C'est une tumeur bénigne. Comme vous voyez sur cette image, c'est une formation osseuse, sémentaire, qui ressemble, regardez la tonalité. C'est pas la tonalité c'est presque la tonalité de la racine. Vous voyez généralement un prolongement. C'est une formation appendue à l'apex de la dent, comme vous voyez là. Donc, elle est collée, fusionnée à la racine d'une dent déficile, voire lactéale. Ça peut être même au niveau d'une dent lactéale. Donc, une résorption de la racine peut être rencontrée. Donc, par contre, c'est une formation silencieuse, c'est-à-dire généralement les sémentomes, c'est une découverte fortuite quand on fait une radio panoramique de contrôle ou de soins. Donc, on tombe sur cette image. C'est une formation tumorale qui est asymptomatique.
Elle se développe vraiment sur des années. L'extériorisation, elle est rare. Donc, le traitement, c'est quoi? Au début, c'est l'abstention thérapeutique. S'il n'y a rien, s'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas une extériorisation, c'est l'abstention thérapeutique, sauf dans des rares cas, quand la tumeur, elle prend vraiment du volume, c'est-à-dire elle fait une voussure et tout, à ce moment-là, on est amené à faire une chirurgie et on va enlever, peut-être avec une section de la racine ou si la dent n'est pas récupérable, l'extraction complète de la racine. Mais généralement, c'est l'abstention thérapeutique. Donc, c'était ça pour la première partie. Ce sont les tumeurs bénignes des maxillaires d'origine dentaire. Vous avez vu l'épithélial, les non épithéliales, les mésenchémateuses et les tumeurs mixtes. La prochaine fois, on va essayer de voir le reste des tumeurs. Oui. Est-ce qu'une tumeur bénigne? Non, rarement. Les tumeurs bénignes, si elle est bénigne, elle va rester bénigne. Elle se développe d'une façon bénigne. Elle ne se transforme pas en une tumeur maligne. La tumeur maligne, d'emblée, c'est une tumeur maligne. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste 5 minutes avant que la conversation elle se ferme. Donc, je ne sais pas. Madame, Oui, madame, les tumeurs dans ces radio claires et il y a oui, des granules radio opaques. oui. J'ai oublié le nom. Madame, vous avez dit que au fil du temps, ces granules vont se condenser et il va être tout radio opaque. Vous parlez de ça? Oui. L'odontome? Non, non. Avant. Oui, ça. C'est. Attendez. Oui, c'est ça. Normalement, vous parlez de ça. Oui, madame. Madame, vous avez dit que au fil du Mhm. temps, ça va être radio opaque. Oui, ça devient radio opaque. Ils se condensent ensemble et deviennent radio opaque. Oui. Madame, mais comment on va faire la différence? Alors, ça va Quand, paraître que c'est normal puisqu'il va être radio opaque. quand on, si, s'ils vont se ressembler ensemble et ils vont se donner une image radio opaque. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas faire la différence à 100%. On est amené à donner plusieurs diagnostics de présomption. C'est-à-dire, si ils sont vraiment collés, on ne peut pas faire la différence. On essaie de poser plusieurs diagnostics, les diagnostics qui se ressemblent. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de dire que ça, c'est un odontoaméloblastome sur l'image radiographique. Oui, D'accord? Si oui, vous voyez cette image radiographique, vous allez poser les différents diagnostics de présomption. oui, Vous n'êtes pas madame. obligé, c'est-à-dire de donner le diagnostic positif à 100%. Oui, mais il va apparaître comme de l'os. C'est pas comme de l'os. Vous voyez sur cette image, ils sont rassemblés. Vous voyez quand même, non, ça n'arrive pas à ce stade-là. C'est-à-dire, ils ne se collent pas au point de devenir invisibles. Ah, Il y d'accord. aura, non, c'est pas ça. Parce que, regardez ça, ils sont vraiment rassemblés, ils sont Oui, collés, mais il reste quand même un liseré qui les entoure. Comme vous voyez oui. là, vous voyez qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est-à-dire, ça peut pas être collé d'une façon à être invisible. On ne le voit pas, non. Il reste quand même quelque chose qui fait la différence entre cette image-là et l'image osseuse qui est tout autour. D'accord, merci, madame. De rien. Pour faire une différence entre tumeur et kyste, l'image apparaît polyglobulée. Non, c'est pas une polyglobulée, polygéodique. Vous savez, c'est quoi une polyglobulée? C'est polyglobulé, c'est-à-dire vous avez un excès de globules rouges. C'est pas polyglobulé, polygéodique, c'est-à-dire vous avez plusieurs géodes. Comment on fait la différence entre tumeur et kyste quand l'image est polygéodique? Je vous ai dit que pour les kystes, l'image polygéodique, elle est rare. Vous trouvez l'image polygéodique juste pour les tumeurs odontogéniques kystiques kératinisantes. Et au début, avant, ce type de tumeur, il était classé avec, c'est-à-dire il est classé avec les kystes, mais en même temps, il est classé avec les tumeurs. Donc, il est entre les deux. Les kystes, jamais, vous trouvez rarement des images polygéodiques. Généralement, c'est une seule image qui est bien entourée. Quand c'est polygéodique, ça oriente le diagnostic beaucoup plus vers une tumeur. En tous les cas, il faut savoir que la conduite à tenir, que ce soit pour les kystes ou pour les tumeurs, c'est la même. Sauf que pour les tumeurs, c'est quoi qui rend la chose compliquée? C'est que les tumeurs, ils sont généralement étendus. Comme vous voyez, l'améloblastome, l'image, elle est vraiment étendue. Attendez, je reviens sur l'image de l'améloblastome. Regardez par exemple cette image-là.
Donc, l'image, elle est étendue. Donc, parfois, on est amené à le faire au niveau de service maxillofacial, parfois parce que on aura besoin de faire des... Parce qu'on on peut avoir des complications parce qu'il y a une perte osseuse. Donc, on pourra avoir recours à faire des greffes osseuses. Parfois, l'anesthésie, le type d'anesthésie, elle n'est pas suffisante. Donc, on est amené à faire le patient sous anesthésie générale. Donc, dans ce cas-là, on envoie le patient en service dans un autre service, c'est-à-dire on ne le fait pas sur fauteuil dentaire. Parce que la tumeur, elle est grande, mais la conduite à tenir, c'est la même, c'est l'exérèse chirurgicale. Il n'y a pas une autre solution, que ce soit pour la tumeur ou pour les kystes. Juste que la tumeur, quand vous voyez l'image, elle est polygéodique, elle est vraiment grande, elle est étendue, votre diagnostic il s'oriente beaucoup plus vers une tumeur autre qu'un kyste. Voilà. Donc, les kystes, généralement, ils sont rarement volumineux. D'accord? Les kystes, ils sont rarement volumineux, ils sont généralement limités. Vous ne voyez pas une image comme ça qui s'étend jusqu'à la mandibule, mis à part, je vous ai dit, les TOC. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, on a une minute. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je vous envoie le lien. On va essayer de le faire au courant de la semaine. Donc, je vous dis merci pour votre attention. Essayez de lire et de relire le cours. Je vous ai envoyé le cours. Lire et relire et essayez de prendre juste les mots-clés de chaque tumeur, comme ça pour retenir le maximum.